podcast vous est proposé avec la participation de Numéricable, de Comic Con France et de la boutique No Watch. Bonjour à tous et bienvenue dans le Cinefuzz 22. Attends. C'est bien 22. 22, oui, c'est bien 22. 22, voilà les fuzz. Voilà. Une spéciale science-fiction cette fois-ci. Hein, vous allez bien? Space Spéciale Invaders. Invasion, ouais. Space Invaders, un petit peu, ouais. Donc cette semaine, on va parler tout d'abord de Transformers 3 qu'on a vu en projo, Dark of the Moon, la face cachée de la Lune. Et ce n'est pas une métaphore, c'est vraiment la Lune. Ça parle vraiment de la face cachée de la Lune. C'est pas le cul de Michael Bay, même si on pourrait le croire des fois. Et ensuite, on parlera de Super 8. Alors là, c'est totalement autre chose, le film le plus attendu de l'été. Toujours produit par Toujours produit par Spielberg. Ça va être un cinéphos très Spielbergien. Ou Spielbergien. Voilà. Et ensuite, on va faire un focus donc sur les films d'invasion extraterrestre. On s'est dit pourquoi pas, vu que maintenant c'est un peu la teuf entre Vanilla Skies à la télé, Transformers 3 et Cowboy contre Alien à la fin de l'été, toujours produit par Spielberg. On se dit, moyen de parler d'un peu d'invasion. Los Angeles Invasion. Battle Los Battle Angeles. Los Angeles. Battle for Los Angeles ou Battle Los Angeles, on s'en fout. Et donc maintenant, ensuite, on aura un petit coup de cœur. Vous allez voir, ça concerne aussi les films d'invasion. Et puis voilà, déjà pas mal. Hein. Oui. Donc voilà, on passe tout de suite à la critique de Transformers 3. Nous, on attend un peu ce film parce qu'on a un petit peu un goût déviant avec Michael Bay. On aime bien. Surtout toi. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Si je sais que c'est nul, j'aime bien parce que je trouve que bon, voilà, c'est marrant. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Donc après un petit extrait à la sortie de projo du film. Voir si on est encore vivant. Une cascade réussie, une fois apparemment, par rapport à la dernière fois. Salut à tous. Bonjour à tous et bienvenue donc dans un module spécial pour la critique de Transformers 3 qu'on vient de voir en sortie de projection presse. Tout à fait. Que vous n'avez pas compris le petit sketch juste avant. Voilà. C'est parce qu'en fait on est encore sous l'effet de Transformers 3. Il y a trois effets distincts. Il y a ce que procure l'alcool, la drogue et Transformers. C'est vrai que la lumière, après le temps passe différemment. Voilà. Ouais, tu ressors de la projo, t'as un peu tout est lent. Alors, Transformers 3, donc c'est le troisième volet, sûrement le dernier de la trilogie de Michael Bay, produit par Steven Spielberg, donc chez DreamWorks, qui reprend les dessins animés et les jouets de Hasbro, qui sont donc les Transformers, avec la bataille ultime entre les Autobots et les Decepticons. Decepticons. Voilà, exactement, qui peuvent se transformer, donc des robots qui sont dans des bagnoles ou des avions ou tout ce que vous voulez. Tout type de véhicule. Voilà, chez Michael Bay, tout et n'importe quoi, mais des machines à laver, des grippins, enfin voilà. Et donc c'est Michael Bay qui avait fait les deux premiers films. Le premier film avait plutôt bien marché. Il y avait Megan Fox, il y avait Shia LaBeouf qui avait été révélé grâce à ce film. Et le deuxième est arrivé, un film totalement
enfin un film, c'est n'importe quoi. hein. C'était le bordel. C'était le bordel. hein. Un manifeste. Oui, voilà, Le c'est manifeste Un de son manifeste. auteur. Alors, vous savez que nous, Michael Bay, on l'a un petit peu, on le suit d'une manière un petit peu différente des gens. C'est-à-dire qu'on le considère comme une sorte de gros Big Mac bien gras qu'on mange avec plaisir, mais avec une certaine honte. Et qui est dur à digérer après, on va dire. C'est vrai. C'est ça, exactement. Exactement ça. Et donc le troisième film, alors on se demandait qu'est-ce qu'il allait faire après quand même, parce que le troisième film avait mis la barre très très haut dans la connerie, C'est la démesure dans la totale. démesure et dans le n'importe quoi et les explosions. Michael Bay adore les explosions. Non. Aussi, si, je n'avais pas remarqué. Et donc là, le chose inédite sur cette fois-ci, c'est qu'il a tourné en 3D. Alors qu'au début, il avait un peu chié sur la 3D, il voulait pas. Et finalement, il a travaillé avec donc, les équipes de Cameron, c'est ça C'est ça, ouais. pour faire ce film. Il paraît-il que James Cameron a même dit que c'était très très bien. Voilà. Et il était impressionné par la 3D, James Cameron. Voilà, c'est peut-être un des films, il se veut comme un des films importants qui pousse un peu plus loin la technologie 3D. Sachant que Michael Bay, on sait que c'est un mec qui adore, on va dire, pousser très loin les choses au niveau des effets spéciaux, de la technologie. Voilà. Exactement. Exactement. Voilà, bon alors qu'est-ce que vous en avez pensé? On va aller plus vite. Alors, moi, c'est mon préféré des trois. Je trouvais que le 2 c'était vraiment n'importe quoi, c'était un mélange de génie et de folie et de débilité aussi, c'était un peu tout. Alors ce qui est génial dans le 3 c'est... c'est un peu dur à en parler de ce film, c'est que il faut venir en fait au bout d'une heure. La première heure est catastrophique parce qu'on nous présente l'intrigue, on a des nouveaux acteurs qui arrivent, le casting est ridiculeusement prestigieux. Ça arrête pas, hein, y a Ça arrête que pas. ça. T'as John Malkovich qui arrive, t'as Patrick Dempsey, donc le docteur Mamour de Grey's Anatomy là. Et il s'appelle comme ça. Et il s'appelle comme ça. Et t'as Frances McDormand, l'actrice de Fargo, égérie des frères Cohen. Et John Turturro qui revient une troisième fois. Et qui ne mon- mythique. Ouais. Mais Là, qui- ça va, il montre pas son Ouais. cul en gros plan. Et qui ne monte pas son slip. Donc, Justement, trop de personnages quoi. trop de personnages. Shia LaBeouf a une nouvelle copine, une jolie blonde qui est jouée par Rosie Huntington-Whiteley, qui remplace Megan Fox parce que Megan Fox n'est plus dans Transformers. Elle aussi, elle est ridiculeusement belle, elle est juste splendide. On se dit qu'en fait Shia LaBeouf il a pas de bol. Il peut ne sortir qu'avec des bombes, enfin son personnage, il peut sortir qu'avec des bombes, mais en même temps il doit gérer une guerre interstellaire. C'est un peu le prix à payer. C'est un peu le trauma. hein, C'est un peu le trauma. Alors, Il a pas de chance le pauvre. donc comme je disais, donc la première heure c'est vraiment catastrophique parce qu'on a l'impression que c'est la fin de Transformers 2. La première heure, Transformers 2 et demi où on a toutes les blagues pourries, toutes ces scènes qui servent à rien avec de l'humour plus que douteux, John Malkovich qui est bronzé, qui monte des photos de Kung Fu. En fait, John Malkovich ressemble à Dominique de Villepin. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Pas Georges Tron d'ailleurs. Mais Comme vous en doutez depuis quelques films, John Malkovich n'a jamais rehaussé nos moindres maintenant films. on arrête avec des scams, on continue là-dessus des hommes politiques. Et par contre, la deuxième heure, donc on va dire la deuxième heure et demie, c'est une grosse scène d'action qui se passe à Chicago. Donc en plus j'y ai été lorsque On c'était s'en tourné. fout de ta vie. Donc j'ai pu voir les infrastructures démesurées de Michael Bay. Et des moyens mis en place. Et cette dernière heure et demie est absolument gigantesque. C'est une scène d'action qui dure 1h30, c'est juste mortel. On a jamais vu ça. Des immeubles qui pètent, des robots qui se mettent sur la tranche. Et surtout, les personnages ont leur rôle aussi dans ces scènes d'action. C'est l'apocalypse. Et les mechas, ils sont encore Et les plus mechas sont- diversifiés, ils sont merveilleux. Qu'est-ce que t'en as pensé, Philippe? J'avais fini. Lâche-le, lâche-le. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ça tombait, j'avais fini. Donc c'est, alors- pour moi, c'est celui que je préfère des trois. Donc vous le verrez tout le monde le verra. Mais bon, la première heure, c'est laborieux. Voilà, tout ça il est sorti ce mercredi au moment où on diffuse l'émission. Alors vas-y. Alors moi j'avais amplement détesté le premier, totalement inutile. Le deuxième était un what the fuck que j'avais plutôt apprécié parce que c'était vraiment un gros bordel, vraiment assumé par Michael Bay. Maintenant il s'en fout de faire un truc qui se tienne ou pas. Lui il part en délire, son gros délire c'est ça, c'est de mettre des explosions de partout. Et donc ce film là, dans la première heure, je suis d'accord avec toi, allez, c'est vraiment catastrophique parce que il essaye d'une part de raconter donc une histoire, et en plus il a réintroduit tous ces personnages avec des blagues de merde, mais vraiment navrantes. Alors du coup tu rigoles mais c'est nerveux, clairement. Là, comme tu l'as dit, la dernière heure est exceptionnelle.
Les effets visuels sont super beaux. Les robots sont géniaux. Vous savez que moi j'adore les robots à l'écran. Et alors là, c'est vrai qu'on est super bien servi. Encore mieux que dans le deuxième. Et là, j'aimerais revenir sur quelque chose. C'est la mise en scène de Michael Bay. Qui m'a pas mal bluffé parce qu'il s'est calmé. Après, ce qui est bien avec la 3D, et je trouve qu'il a vraiment trouvé son truc, c'est qu'il a cette vraie profondeur de tes champ. lunettes, hein. Non, parce que je suis dans la 3D justement. Alors c'est que dans la 3D, il arrive à créer une réelle profondeur de champ, c'est-à-dire à jouer vraiment sur le flou. C'est-à-dire que le premier plan est bien net, ou alors flou et l'arrière-plan est net, ce qui fait que là on comprend vraiment ce qui se passe dans sa mise en scène qui est quand même assez clipesque, hein, il faut l'avouer. Alors qu'avant, dans Transformers 2 où il se passait plein de trucs, plein de robots, on comprenait rien, tout était net et c'était juste plat en fait, comparé bien sûr à ce film. Et vraiment d'un point de vue visuel, il a un cachet supplémentaire. Donc j'ai envie de dire, ouais, je l'aime aussi, c'est mon préféré des trois. Ok, très bien. Comment dire? Alors moi j'aime bien Michael Bay, mais de manière un petit peu, j'aime bien les vices de Michael Bay. C'est-à-dire que la grande question est de savoir, est-ce qu'on aime, quand on voit un film de Michael Bay, est-ce qu'on on a envie de voir un mec qui fait ce qu'il veut dans la mise en scène, ou un mec qui essaye de raconter une histoire? Et le problème de Michael Bay, c'est qu'il ne sait pas raconter une histoire. Il est nul. Pearl Harbor c'était à chier, la première partie d'Island était ridicule. Enfin, il y a beaucoup de choses qui montrent que lui ne sait pas. Le premier film de Transformers c'était ridicule, je trouve. C'était quand même un sous-produit MTV pour les jeunes et on se sentait vieux quand on regardait ça. Alors que non, bon, tu vois. Et non, vraiment c'était un peu dur. Ce que j'aimais bien avec le deuxième, c'est que justement, comme il sait qu'il peut pas, il se dit comment je vais faire pour détruire la mise en scène et aller direct à l'action, quoi. Alors, moi justement, les scènes, les blagues, etc., ça me fait plutôt marrer. Mais là, c'est pas les blagues le problème, c'est les blagues. Je m'attends de ça à Michael Bay. Je veux dire, les acteurs surjouent, il y a trop d'exposition, il y a trop de personnages, il y a trop d'improvisation. On sent que juste Michael Bay il dit ah, je me fais chier là, qu'est-ce que je dois faire pour. Le problème, c'est que là, il essaye de raconter une histoire. On a l'impression qu'il a écouté ce que les gens avaient dit sur le deuxième et il a dit ok, je vais essayer de vous raconter une histoire. Alors ça tient 5 minutes avec les astronautes au début, où là ok c'est intéressant, et après tu comprends plus rien. Tu fais mais je sais qui est ce personnage, ah ok bon laisse tomber. Et c'est juste ça. C'est vrai qu'au bout d'un moment dans le film tu sais plus où t'es. Le problème c'est qu'il a vraiment tenté honnêtement de raconter un truc, mais on s'en fout. Ce qui est vraiment impressionnant c'est cette deuxième heure effectivement. Il faut quand même avouer que c'est quand même un truc qu'on n'a jamais... Enfin, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Il y a des scènes d'action, c'est vraiment du jamais vu. Tu te prends des plans dans la tête, je te dis c'est quand même... hallucinant le degré de maîtrise du mec et aussi l'inventivité des scènes d'action. Ça va très 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 loin. Ça dépasse de loin tout ce qui a pu être fait cette année. Et en termes d'SFX, ça doit être le seul film de cette année qui a aucun problème. Où tous les effets spéciaux sont parfaits. Et là on sent le perfectionnisme de Michael Bay là-dedans. On sait qu'apparemment il a passé 1 an à essayer d'avoir les autorisations pour que des mecs sautent en chute libre et en parachute d'ailleurs, en haut de Chicago. C'est rare qu'ils reprennent tout le temps les mêmes plans, mais tu sais, il leur fait tout le temps et du coup on voit qu'il a galéré pour les choper ces plans parce qu'il les met. Hein. Et avec une caméra 3D à l'intérieur, voilà, et non, c'est très impressionnant. Et effectivement, la 3D l'a un peu calmé. Enfin, attention, faut pas faire gaffe, hein, c'est pas non plus. Oui, c'est Michael Bay quand même. Oui, voilà, ça reste Michael Bay. Mais oui, ça l'a vachement calmé, mais ça l'a permis d'avoir un peu plus d'envergure dans les plans. C'est que vraiment là, vous avez des plans où vous voyez des champs de bataille, où vous voyez 55 trucs arriver en même temps, en arrière-plan, en avant-plan, sur les seconds plans, avec des explosions un peu partout. Ce qui fait que le truc est très riche, et ce qui fait que c'est là où l'intérêt de la 3D c'est que ça permet de voir tout en même temps et de le comprendre. Et de situer le truc. Ce qui veut dire que je pense que sur une télé en Blu-ray normale, ça va être trop riche et on va avoir un truc fouillis. Alors que là, entre le travail sur les particules, sur le visuel et tout, c'est vraiment très impressionnant. Et le truc ne s'arrête pas. L'heure, c'est la scène d'invasion. C'est une invasion à la Michael Bay comme on n'en a jamais vu. Presque en temps réel. Indépendance Day, puissance 500 000 quoi. Years from now, they're gonna ask, where were you when they took over the planet? You'll be fine, I promise. It's over. I'm sorry, but it's over. Le souci là, c'est que j'aurais préféré qu'ils disent carrément le scénario, j'en ai rien à faire dès le début et qu'on s'amuse tout de suite. Alors que là, il essaye de faire comme dans le premier et ça m'intéresse pas ces histoires de Shia LaBeouf qui est triste parce que sa copine elle est là mais il a pas d'argent. J'en ai rien à faire. Et c'est mal fait et on s'en fout. Et je crois que Michael Bay s'en fout d'ailleurs. Je parie combien que c'est la seconde équipe qui fait ces scènes quoi. Donc ça n'a pas de sens. Mais enfin vraiment, la dernière heure c'est une tuerie et la 3D, je crois que depuis Avatar on n'avait pas vu une 3D aussi intéressante et comparé au dernier truc qu'on a vu, la lumière est bonne. Ouais. Là vous pouvez le voir,
Voilà, alors on peut vous le dire clairement, si c'est mauvais ce que vous voyez dans vos cinémas, c'est peut-être la salle qui est mauvaise, ça peut être aussi ça. Ah, la Mais en projection. tout cas, là, c'est un vrai boulot parfait. Depuis Avatar, il n'y avait pas eu aussi bon truc. Et il y a quand même des scènes dans l'espace et tout. Tout de suite, on voit que le mec, la 3D, il s'est amusé avec et il a fait quelque chose d'intéressant. You may lose your faith in us, but never in yourselves. From here, the fight will be your own. I've got nothing against your friends. I like your friends. Now, things have obviously changed for us. I have to help Charles finish his movie. Be good for you to spend some time with kids who don't run around with cameras and monster makeup. Could you close your eyes, please? Yeah. And action! Donc maintenant, on va quitter les robots de Michael Bay pour une ambiance un petit peu plus douce et nostalgique, puisqu'on va parler de Super 8, le gros film de J.J. Abrams qui est... C'est pas un truc d'attraction, c'est pas un parc d'attraction, c'est pas un truc de Walt Disney. Non, c'est un vrai film qui est très attendu depuis un petit moment déjà. Donc on va en parler. Donc Super 8, c'est un film qui se passe dans les années 70, en 1979 pour être précis, dans une petite bourgade de l'Ohio. Et on suit un groupe de collégiens, des enfants qui sont en train de faire un film de Super 8, un film de zombies En Super 8, ouais. en Super 8. Et un soir... Donc, Qui, on le rappelle, les caméras de l'époque qui permettaient de faire des films en pellicule. Hein, Tout à fait. Voilà. On peut encore en tourner maintenant en Super 8, mais il cher. faut en trouver pas cher. Il faut en trouver à Paris, mais c'est galère. Dans les brocantes. Très développé, qui est Ouais. super cher. Voilà. Ce qui n'a rien à voir avec le film. On a fait un petit Non, mais je aparté. voulais faire un petit aparté. Oui, tu as bien fait. Donc un soir, ils décident d'aller tourner une scène dans une gare. Et là, pendant qu'ils sont en train de tourner leur plan, il y a un train qui passe derrière eux et qui déraille et que ça explose dans tous les sens. Et là, dans un des wagons blindés du train, il y a une chose qui s'échappe. Voilà. Et donc, et pendant tout le film, ils vont continuer à tourner leur film tout en enquêtant sur la chose qui, en plus, manifeste l'intérêt de l'armée. Alors, c'est réalisé par qui? Donc, c'est réalisé par J.J. Abrams, qui est un producteur et un showrunner de séries, alias Lost, Fringe, Felicity. Tout ça, c'est lui. Oui, c'est vrai. Voilà, je crois. Et c'est aussi un réalisateur. Mission Impossible 3. Il a fait Mission Impossible 3, voilà. Et il a fait Star Trek. Magnifique reboot de Star Trek. Magnifique, je ne sais pas, mais moi j'adore. sympathique. Moi Sympathique reboot de Star Trek. Le grand retour du space opéra au cinéma Star Trek. Ouais. Et donc Super 8, c'est un projet qui était attendu vraiment par les fans et qui semblait son film le plus personnel. Son regard sur la jeunesse des années 70, certainement un peu autobiographique, son rapport au cinéma quand il était jeune. Oui, c'est-à-dire qu'il dit que lui, quand il était jeune, faisait des films en Super 8 avec ses potes et qu'il a repris plein de petites scènes que lui avait fait à l'époque, etc. Enfin, c'est très Du coup, ça rappelle un peu Joe Dante quand il parle de Panique sur Florida Beach, mais on en reviendra après, je pense. En plus de ça, donc c'est un film qui était attendu parce que c'était la collaboration entre Steven Spielberg et J.J. Abrams. Oui, on revoit le logo de Amblin. On s'est dit, peut-être qu'il va faire un film dans le style E.T. ou Rencontre du troisième type. C'est avec le retour vers ce. C'est ça, c'est le multimoderne. Hein. Oui, c'est ça. Mais aussi, c'était vendu tout en étant un film de SF extrêmement ambitieux, avec une idée vraiment. Comme avec Cloverfield, il jouait beaucoup sur le mystère du concept. Voilà. Ce qui n'était peut-être pas une bonne idée. Voilà. Justement, vas-y. Non, je préfère vous chier sur le film et qu'ensuite je vous dise que c'est bien. C'est très difficile de... Regarde, je fais le même mouvement que Spielberg quand il parle comme ça maintenant. C'est fou ça. C'est très difficile de parler du film maintenant. Enfin, moi, j'y arrive pas encore parce que peut-être que je devrais encore le revoir. Je suis un peu partagé. J'ai adoré toute la partie intime du film. C'est un film qui est très personnel, qui est très touchant. C'est un bol d'air frais dans toute cette vague de remakes, de reboots et d'adaptations de comics. Les personnages sont super.
Ils sont vraiment très attachants. On a des séquences d'émotions pures dans le film qui vraiment tirent les larmes des yeux. Il y a cette séquence, par exemple, où on voit Elle Fanning et le jeune Joel Courtney, le petit garçon. Ils ont une séquence, à un moment où ils parlent de la mère du petit garçon en regardant un film de Super 8. Il y a beaucoup de scènes comme ça dans le film qui sont vraiment authentiques, sont vraiment touchantes et ça marche vraiment. Je trouve qu'il est vraiment aussi super dans cette peinture d'une Amérique sur le point de basculer dans les années 80. Où on a une force d'évocation, une authenticité qui est vraiment hallucinante. Ça veut dire que c'est pas que de l'anecdote, c'est pas genre les clins d'œil, genre regardez maintenant, on va dire comme ça. C'est vraiment la tranche de vie. C'est une tranche de vie vraiment et c'est très comme subtil. Panic sur Florida Beach, on avait critiqué la dernière fois. Tout à fait. C'est un peu le penchant de ce que J.J. Abrams ressent et ce qu'il veut représenter. C'est un peu ce que Jonathan voulait représenter avec son époque à lui. C'est repartir dans la nostalgie, d'essayer de recréer vraiment. Sauf que Abrams va vraiment dans la science-fiction. On va pas aborder le thème de science fantastique, c'est vraiment de la SF. Hein. Autant, c'est le seul truc qu'on va spoiler, c'est de la SF. Je trouve que le film ne réussit pas justement la manière dont il traite la chose. Puisque on s'attendait vraiment à quelque chose de beaucoup plus fort, parce qu'il y a un fort build-up autour de la chose en question, il y a un suspense qui est ménagé, et au final tout est débloqué dans la dernière demi-heure. Et c'est là où le film peut décevoir, parce qu'il n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Ou alors peut-être que nous on attendait quelque chose d'autre, alors que Abrams ne l'a pas vendu comme ça. Je voulais demander à Philippe et puis on aurait compris. J'ai juste un petit truc à dire avant de terminer. Je trouve qu'il parle vraiment très bien. Avant de te laisser la parole, c'est plus on le laisse, hein, vous voyez le comité de défense. Juste pour terminer, je vais te laisser la parole. C'est juste pour dire qu'on a l'impression qu'en fait, il fait un film qui parle des années 70, mais avec un concept de SF des années 50. J'ai pensé surtout à des films comme, je pense à un film en particulier, c'est Metteur de la nuit. D'accord. Sans aller plus loin. Et c'est un peu ce que faisait Spielberg déjà. Spielberg lui filmait à l'époque où il faisait les films, donc, mais parler de son enfance à lui, même si c'était dans un truc moderne, ce que fait pas Abrams, mais et il faisait toujours des hommages à ce qu'il aimait lui de l'époque, c'est-à-dire que pas la SF des années 80 finalement, mais la SF d'avant, qui était une SF plus dans le serial, etc. Donc c'est pareil en fait. Je trouve pas qu'il fait vraiment comme Spielberg. Je trouve que si Spielberg lui avait ce rapport vraiment avec les anciens films des années 50-60, je pense que J. Abrams se réfère énormément aux films de Spielberg qui, eux, fait un rebond. Mais forcément, parce qu'il y a le traitement des enfants qui est très particulier, qu'on retrouve vraiment dans E.T. et dans Super 8, il y a quand même des similitudes assez importantes. On peut aussi penser à Stand By Me, on n'a pas dit, mais on est aussi dans cette idée de comment on décrit l'enfance de cette époque. Mais souviens-toi aussi, de l'alchimie qui entre. Il avait signé aussi un film sur le voyage dans le temps, enfin qu'il avait écrit, qui s'appelait Forever Young. C'était un film avec Mel Gibson. Ouais. C'était lui qui avait écrit ça. Et en fait, c'est un film sur le voyage dans le temps. Donc déjà, il avait vraiment cette obsession pour la jeunesse. Qu'est-ce que tu conserves de la jeunesse avant de plonger dans l'âge adulte? Il y avait vraiment cette thématique-là dans ce film. Qui est la thématique pure de Spielberg. Oui, voilà. Qui a été... Je te laisse parler après. Mais qui a été développé dans toute sa filmographie. Spielberg, c'est un mec qui a été marqué par le divorce de ses parents quand il était jeune. Il n'a pas arrêté d'en parler pendant très longtemps. E.T. lui a permis un petit peu d'exorciser ça. Il en a reparlé jusqu'à Arrête-moi si tu veux, donc ça a quand même mis du temps. Il a plus ou moins arrêté, mais ça a dérivé ensuite sur un truc sur l'héritage. Comme lui, maintenant devenu vieux, te dit, et c'est ça ce qu'il y a dans les derniers films de Spielberg. Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce qu'on hérite aux futures générations? Qu'est-ce que ça a l'enfance? On l'a vu aussi dans la Guerre des Mondes. Est-ce qu'on voit dans la Guerre des Mondes, etc. Non, mais c'est vrai. On sent le trauma de l'adolescent, donc de l'enfant. là, il partage peut-être la même idée d'héritage. Sauf que justement, il n'y a pas cette sensibilité de trauma chez J.J. Abrams. Exactement, il n'y a pas cette cruauté qu'il y a chez Spielberg. Alors moi, je pense clairement qu'il a voulu faire un truc très honnête, vraiment très, très beau, l'image est très belle, on sent qu'il y a cette réelle nostalgie qui vient. Soigné. C'est très soigné, sauf qu'il n'y a pas d'ampleur dans ce film, c'est-à-dire que moi, les personnages, ils m'ont vraiment laissé de marbre, parce qu'ils sont tous basés sur des archétypes de l'Amérique, que ce soit profonde ou même moderne, parce que je pense que c'est vraiment un film transitoire dans l'idée, hein, comme tu le disais, les années 70, les années 80. Et vraiment, c'est pas comme dans E.T. ou Panic sur Florida Beach, où vraiment tu es avec les enfants, je sais pas, c'est super prenant. Je sais pas, tu t'immerges vraiment avec ces enfants dans l'histoire. Là, je trouve que c'est un peu surfait. Ouais. Et c'est dommage, malgré que ça soit quand même super agréable de voir une œuvre originale, enfin, dans un blockbuster cette année, puisque normalement, il n'y a que des comics ou des suites. Ouais, voilà. Et clairement, c'est la chose qui m'a un petit peu déçu.
hormis le fait que, bien sûr, d'un point de vue technique, ce film est juste génial. C'est superbe, c'est super agréable à regarder. Technique cinématographique, hein. Je ne vous parle pas des voilà. effets spéciaux parce que ça, c'est en redire des choses. Comme d'hab, hein, c'est pas Alors, parfait, quoi. comme toi, c'est même un dégoût pour ma part. C'était qu'il te crée un mystère vraiment bien fabriqué, comme dans les années 80 ou même dans les années 50. On crée un mystère sur un truc qu'on ne voit pas tout de suite, qu'on voit qu'à la fin, et ça tient bien jusqu'à ce que ce mystère soit dévoilé. Moi, je pensais même à Jurassic Park. Il te recycle même des effets à la Jurassic Park. Tu vois, genre les arbres qui bougent dans le monde perdu avec le truc qui avance. Dans Jurassic Park, tout était donné directement. Mais tu sais ce que c'est. Voilà, tu sais ce que c'est. Que là, c'est vraiment l'idée il y a le mystère qui se déploie tranquillement. On ne sait pas si c'est extraterrestre, c'est un monstre issu d'une modification de l'ADN, n'importe quoi, on sait que dalle. C'est Steven Seagal. C'est Steven Seagal qui s'est shooté. Et non, mais ça c'est vraiment bien, sauf que la fin, voilà, il plombe son film. Alors, tu vois, moi, ce qui m'a gêné, c'est ces personnages où on sent que c'est vraiment la caricature pure. Je parle surtout des pères, de la fille et du garçon, qui sont soit le flic parfait ou alors l'alcoolique qui a un background super sombre. C'est vraiment trop surfait. Et du coup, ces personnages-là, ils évoluent dans une histoire qui sombre. Je peux te poser une question parce que quand tu parles d'archétypes et de caricatures, je vois pas comment tu voudrais les imaginer. Tu voudrais quoi? Qu'ils soient encore plus développés? Parce que c'est là où moi il y a un problème. Moi je trouve ça trop facile de parler de personnages qui sont certes un minimum touchants quand même, mais qui... Ils sont trop archétypaux pour toi. mais c'est là où je trouve pas ça logique. Mais bon, ça a toujours été le problème avec les critiques. Tu t'embourgeoises, Philippe. Non mais c'est toujours le problème des critiques qui te disent « Ah, c'est pas original. Ah, il y a des grosses ficelles. » Toutes les critiques que j'attendais sur Père 8. « Ah, c'est archétypaux. Ah, c'est de la caricature. » Si, les personnages, laisse-moi terminer, t'as parlé. Oui, et alors? Ils vont pas, ça va pas tous être des mecs différents. C'est une œuvre originale. Enfin, on se dit super, on va voir un truc cool. Mais non, on voit du réchauffé. T'auras beau le dire comme tu veux. À l'époque, c'est des archétypes qui existaient. Ça a toujours été des archétypes qui existent. Et toi, tu vas faire un film, tu vas mettre des archétypes. T'auras un mec qui aura des caractéristiques. Et l'archétype, ça veut rien dire. Tu bases pas ton film là-dessus. Si, ça ne veut rien dire. Quand tu parles de grosses ficelles, c'est juste des mécanismes de cinéma. Il n'y a jamais eu de truc. Tu peux pas être original. L'originalité, c'est juste t'agences deux trucs qui étaient déjà existants et qui sont peut-être différents. Mais à la limite, c'est tout. L'archétype, pour moi, ça ne veut rien. Et c'est les mêmes critiques qu'on faisait à Spielberg à l'époque. On disait qu'il était naïf et qu'il était caricatural. C'était faux. Moi, ce que je pense du film, bon, j'ai bien aimé le film. Je pense que ce que les gens appellent les grosses ficelles, on va dire que c'est des grosses ficelles ou des archétypes. Moi, je trouve qu'ils sont efficaces. Moi, je trouve qu'ils sont efficaces parce qu'ils marchent dans l'honnêteté de Abrams. Moi, je trouve que justement, c'est pas. Moi, je m'en fous de savoir que le père, il est alcoolique, on a compris, et qu'il y en a un, il est gros, il aime bien manger. Oui, et alors, c'est des archétypes qui existent. Je m'en fiche. Si derrière, il y a une honnêteté, il y a quelque chose qui marche, même si c'est en lien avec Spielberg, je me dis, ok, tu vois, ça a beau être des plans qui sont copiés de Spielberg. Si derrière le mec il veut dire quelque chose, et son quelque chose c'est moi enfant qui me rappelle de comment j'étais amoureux des films de Spielberg à l'époque, donc cette espèce de dialogue entre réalisateurs, moi je trouve ça bien. Et je trouve que dans ce cas-là, il transmet une émotion dans la pellicule qui est rare dans les blockbusters de maintenant. Et je pense pas qu'un mécanisme soit un problème. Et il n'y a que les critiques pour te dire toujours ça. C'est des mécanismes, c'est des grosses ficelles, c'est comme ça que... Non, c'est faux. Et c'est là où il y a toujours eu un problème, c'est que Spielberg, et ce qui est bien, c'est qu'Abrams ne fait pas un métafilm comme à la Tarantino, ce qu'on aurait pu croire en voyant le film, en disant je vais faire un film qui va faire référence et qui va parler du genre. C'est pas un film pour les geeks, et tant mieux parce que j'en ai marre des films pour les geeks. C'est un film plus pour les mecs de l'époque qui pourraient s'en rappeler, et pas les geeks. Pas forcément les geeks, parce que tout le monde a vu E.T., tout le monde a vu les films de Spielberg. C'est pas un truc qui appartient aux geeks. Les geeks, on a l'impression que c'est à eux, mais c'est faux. Voilà, et c'est aussi quelque chose qui est censé toucher aussi notre génération. Donc oui, forcément, les mécanismes sont censés être universels et sont censés marcher partout. Et là, je pense qu'ils marchent parce qu'il y a une honnêteté. Par contre, là où je termine juste avec ça, par contre, là où je pense que ça marche pas, c'est effectivement la partie SF. Mais pour être honnête, la partie SF, c'est 20% du film pour moi, parce que ce que j'aime pas, c'est justement le rapport avec la chose. Ça, je trouve ça nul. Je trouve ça pas réussi. Et là, effectivement, il utilise des grosses ficelles, mais on va dire que c'est pas les bonnes grosses ficelles, c'est pas les bons archétypes de la créature, puisque ce n'est pas, il y apporte rien. On sent que c'est un Deus Machina qu'il a utilisé pour, pour permettre, pour faire un truc de SF, pour amener les gens. Et c'est là où moi je pense qu'on arrive à la limite de des coups de promo de J.J. Abrams.
mais je trouve que derrière, il arrive à dire quelque chose qui a un sens pour une fois. Alors que moi, je trouve que franchement, ces films ont toujours un côté un peu clinique, ce que j'appelle les films cliniques, c'est-à-dire que c'est très beau, c'est bien fait, mais il n'y a pas d'émotion. Quoi. Et je préfère qu'ils prennent un risque, qu'ils se plantent, Non, mais et qu'il arrive à dire d'un quelque point de chose. vue visuel, etc., tu l'as. Mais je vais te contredire sur 2 points. D'une part, ça fait pas 20% du film, les trucs Si, fantastiques. parce que moi, je considère que les trucs militaires, Ça fait un peu plus. je considère que les trucs militaires, si, franchement, limite. Mais moi, c'est vrai que j'ai. Non, parce qu'en fait, mais il bon. te le prépare. Il te le prépare tellement pendant tout le film. C'est ce que je te dis. que c'est- Mais c'est ce que je te dis. Mais Si c'est foiré à la fin, c'est le film qui est foiré. Quoi. Non, c'est faux. Non, là, tu. Mais là, c'est le le film n'est geek pas qui foiré. parle. Non, le film n'est C'est pas le vraiment geek qui foiré. parle parce qu'il veut un truc SF qui soit différent. C'est Et pas c'est ça. comme d'habitude, les C'est geeks que là, viennent. il sert à rien et qu'il est incohérent. À la fin, il est incohérent. Ça, vous pouvez pas me contredire là-dessus. Ouais, mais ça passera largement pour un public large. Oui, non, mais- Comme il y a eu d'autres films incohérents qui passent. Parce que Ça- mais ça veut rien tu dire, cherches un les public large incohérences pour moi. dans E.T., tu peux dire, t'en as 15 000. Hein. Mais Moi, tu- je le- comprends le toujours plus- pas. Est-ce que vous avez vu cette Oui. série, la première série de J.J. Abrams, Felicity? Ouais. Le problème, c'est qu'on tout le monde s'attend, enfin tous les gens s'attendent à ce que J.J. Abrams soit une machine à twist, ils anticipent Ouais, le Super 8 pour mais ça. c'est de sa faute, il l'a vendu comme ça. Mais Il s'est planté. J.J. Abrams, c'est Je un suis mec d'accord. qui a avant tout a une tendresse, mais a un cœur hallucinant. Et quand vous regardez justement Felicity ou même certaines parties de Alias, vraiment il nous donne le cœur des persos. C'est ce qu'il fait là, je trouve. Oui, mais Moi, moi, c'est ce je qu'il fait là. préfère ça. Parce que C'est ce qu'il fait combien là. on a eu de blockbusters récents Ce qui n'était pas le cas où sur on- Star Trek. Qui n'était pas du tout le Non. cas sur Star Trek. Combien il y a eu de blockbusters récents qui prennent des risques, Il y en a qui essayent de peu- lui dire des choses personnelles et de raconter des choses à lui parce qu'on sent qu'il y a des choses qui tiennent de lui, de l'enfance. Alors peut-être que chez toi Alors, ça il marche aurait pas. pas dû- Moi je trouve que ça a très bien marché C'est pas que sur ça moi. marche pas, c'est que c'est. Donc voilà, peut-être que c'est un mon petit rapport peu avec les plus films de surfait, je Spielberg trouve. que je trouve bon, mais Mais c'est pas ça, c'est que. Tu vois, il enlève son côté fantastique de ce film. C'est un super film. Voilà, c'est là où je vais rebondir là-dessus parce que moi je suis un peu entre vous deux là-dessus. C'est qu'on avait parlé de Panic sur Florida Beach. on a compris qu'on a On avait le regard du gosse sur une situation qui n'était pas fantastique, mais qui le devenait par son regard. Mm. Là, on a une situation qui est vraiment fantastique, mais qui aurait dû être amplifiée parce qu'il y Le avait problème, tu c'est vois. qu'on se retrouve à finalement s'ennuyer devant les trucs fantastiques. Et Intéressant. Oui, voilà, c'est ça. On se retrouve à s'ennuyer devant les trucs fantastiques et à attendre les moments juste avec les enfants qui parlent entre eux, les moments d'émotion, parce que ça marche mieux et c'est mieux fait. En fait. Et on sent, parce que de toute façon, Abrams l'a dit, que le scénario à la base, il a été fait sans le fantastique. Ouais, Donc ouais, voilà, c'est- c'est évident. Après, c'est pas mal fait. Je trouve que tout le côté, par exemple, le réalisateur qui voit tous les militaires qui sont en train de se préparer et qui dit OK, on va faire des stock shots comme ça et on va tourner. Ça, Oui, c'est c'est bien. des super Production manies. value. Ce que je Production dis, value, ce que je ouais. dis, c'est que voilà, tout le côté militaire est intéressant. Je suis pas d'accord avec toi, par exemple, avec les pères, parce qu'encore, c'est des archétypes qui sont efficaces. On n'est pas censé être du côté des pères, on est censé être du côté des enfants. gosses. Et c'est vraiment un film qui est fait du Alors, point de vue de justement, l'enfance. et c'est ce qu'il disait, c'est Voilà. le point de vue de Comme l'enfant. Spielberg faisait ses films à l'époque Sauf du point de qu'il vue de ne va pas au l'enfance. bout de son concept. Dans Panic sur Florida Beach, tu as cet écart quand même qu'il crée, mais là, on essaye de te faire croire que tu es que avec les enfants. Or, tu as souvent des séquences sans les enfants. T'as pas souvent des séquences avec les enfants. Tu en as. Il y a quelques séquences. il y en a. Oui, mais il y en a, Tu en as. il y en a Oui, mais- aussi dans les films de Spielberg de l'époque avec des enfants. Je ne fais aucun Non, mais, rapport avec je- Spielberg. non, hein. mais si, mais je te le dis parce que tu me dis ça, mais c'est pas que le cas de Abrams. C'est pas parce que tu vois 3 scènes ou même plus avec d'autres gens que ça veut dire que tu étudies. Malgré tout, le film est quand même dirigé Oui, mais il vers les essaye quand enfants. même de les cacher. Quoi. Enfin, j'ai eu cette impression. Non. Je trouve qu'il a vraiment très bien réalisé la mise en scène, les plans. Mais après, je suis d'accord sur le truc truc fantastique. Et qui Tout de jamais le suite. point de vue humain. Le point de vue humain n'est jamais de- quitté. Ouais, mais bon, ça, c'est limite maintenant classique. Même toute sa fin qu'il a fait, ça fait penser à un film coréen The Host. The Host. Oui, mais le problème, c'est que c'est juste plus novateur et ça, on a compris qu'il sait pas le faire, l'animation. c'est moins amené que dans les autres films. C'est-à-dire que c'est juste la partie SF ne l'intéresse pas autant que ça. Et il a pris le choix et le risque de peut-être faire un film plus bancal pour les geeks, mais plus intéressant en termes. Parce qu'au bout d'un moment, c'est ça, quoi. Le cinéma, c'est censé donner des émotions. Ou impératif Et de tu vois, studio. au bout d'un c'est moment, ça. les trucs de Il a pu geek, faire le oui. film que Impératif si. de studio aussi. Il a pu faire le film que si c'était. Oui, il bien y sûr. avait Il savait que- l'aspect fantastique. Hein. Oui, Ouais. l'aspect fantastique a vendu le film, quoi. Ouais, c'est bizarre quoi. Ouais, parce que tu peux plus faire de film. C'est comme si on te disait tiens, tu vas faire un film de Star Trek, mais tu mets Obi-Wan Mais Kenobi. il voulait un dedans, quoi. budget, il voulait les C'est vraiment ça- bizarre. Ça se voit qu'il voulait les militaires, qu'il voulait tout le truc, mais la créature, ça passait au second plan. Mais il n'y a pas un gros budget C'est dans le vrai. film. Hein. C'est pas un gros budget. C'est 50 millions de dollars. Ouais. C'est rien actuellement. Le film. Oui, 50 millions. C'est vrai Déjà, t'as pas de star. T'as des effets spéciaux qui sont réduits au minimum. Ouais, je Et- pensais que c'était Bon. beaucoup plus moi. Non, c'est 50 On- millions. Comme ça se veut on va comme le conclure, gros blockbuster, Parce qu'il du coup. sort le 4 août. À quand côté même, des donc, films qui font 200 millions, effectivement, c'est. Il sort dans un mois quand même, donc. Oui, le 3 août, il sort le 3 août. Donc, ouais.
Donc, termine. Non, moi, malgré... Enfin, là, ce qu'on vient de vous dire, c'est notre regard. Et on sait que le vôtre, il sera différent parce que les attentes aussi sont différentes. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop le voir avec ce regard. Non, il faut pas le regarder. Il faut le voir avec un autre regard, un regard plus pur. Moi, je sais que j'irai le revoir quand il sortira. Parce que le film aura mûri dans ma tête et je voudrais le voir de manière un peu plus fraîche, on va dire. Mais je le conseille définitivement. Il ne faut pas louper Super 8. We have to find this thing. I don't feel good about this. Go! I saw it. No one believes me. I believe you. What the hell? On va maintenant parler de notre focus invasion extraterrestre. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, les gens? Moi, j'adore les invasions extraterrestres au cinéma. J'adore la SF, j'adore les invasions extraterrestres. Je suis fan depuis que j'ai 13 ans des films d'invasion extraterrestre. J'ai vu Independence Day, j'étais fou quand j'ai vu Independence Day. C'était mon film préféré pendant 2 mois. Jusqu'à ce que je t'ai revu, c'était nul. Voilà. Après, j'ai revu, après j'ai vu Star Wars. Après, je trouvais ça Enfin, génial. c'est Star pas Wars. un film d'extraterrestre. Non, je sais, Non, mais ça n'a rien à voir. Mais Après, j'ai vu Super 8. Mes intérêts dans la science-fiction ont dérivé vers les films d'invasion extraterrestre. Independence Day, on n'avait jamais vu ça à l'époque. À l'époque, t'avais jamais vu ça. Non. Surtout Enfin, t'avais au niveau des effets spéciaux, mais Voilà. après, la thématique était déjà oui, abordée plein de fois. elle est bien déjà entendu. éculée. Non, mais là, c'est l'idée qu'on fait tout x100, quoi. C'est C'est ça. le principe d'Emmerich. Oui, c'est le principe d'Emmerich. Qu'est-ce qui évoque? Parce que là, c'est vrai que ça a été un peu la mode des films d'extraterrestres récemment. Il y en a eu une pelletée, mais vraiment, il y a eu Battle Los Angeles cette année. Il y a eu Skyline juste après, d'ailleurs fait par les mecs qui avaient fait les effets spéciaux de Battle Los Angeles. Donc ça fait quand même 2 gros films sur ça. Et puis là, effectivement, on arrive avec Spielberg toujours à la production qui vous fait quand même 3-4 trucs, avec donc la série Fallen Sky qui vient d'arriver, qui parle d'invasion extraterrestre après. Et donc on a Attack the Block qui va sortir bientôt, on a Cowboy contre Alien qui arrive là, et on a Transformers 3, donc en gros ça c'est des robots, soit c'est avec des cowboys, soit... mais bon, tous les cas il y a de l'invasion quoi. À vrai, pourquoi c'est revenu déjà? En fait, on va dire qu'à la base le genre c'était surtout populaire dans les années 50, on va dire, il y a beaucoup de films d'invasion extraterrestre. Ça s'est un peu tassé dans les années 60-70 où c'était plus sur la découverte d'une intelligence extraterrestre, parce que surtout influencé par Star Trek et 2001 aussi de l'espace. Ça a mis du temps à revenir, ce genre. Même Spielberg dans les années 70, il voulait plus aborder ça sous l'angle positif, merveilleux, quand tu vois E.T. ou Rencontre du troisième type. Ça se faisait toujours dans les années 80, c'est un peu revenu, mais c'était plus les invasions, on va dire, sournoises, tu vois, avec des gens comme Carpenter qui te font des films comme The Thing. Ouais, en fait, c'était pas vraiment de l'invasion, en fait. Si, c'est de l'invasion, mais de la contamination. On va dire qu'il y a 2 façons d'envahir la Terre. Voilà. Il y a la façon à la brutale, à la William Shatner, en gros. On y va à fond avec des grosses secoupes ou des gros vaisseaux, et puis on pète tout, avec des gros robots, enfin tout ce que vous voulez. Ça, c'est ce qu'on voit plutôt maintenant. Dans les films américains. C'est ce qui est revenu d'ailleurs. C'est surtout dans les films américains. Dans les films américains, oui, parce que dans les films japonais, ils envoient des monstres. Ou dans les films anglais, où c'est plus l'invasion sous le manteau. Ouais, voilà. Et puis, il y a eu une arrivée de films un peu plus subtils où l'invasion se faisait plus progressivement, c'est-à-dire soit comme dans la série Les Envahisseurs, ils étaient cachés avant, et puis au fur et à mesure, ils se révélaient. Voilà, et puis ils prennent des pôles importants de l'organisation humaine pour pouvoir gouverner sans le savoir. J'ai cru que tu allais me dire, à chaque fois qu'ils envahissaient une ville, ils gagnaient un bon point. Ouais. En fait, c'est le combat des envahisseurs. Quand tu gagnais un pays, t'as une image. J'ai 3 pays, t'en as que 2. Il faudrait faire un film où il y a des envahisseurs qui se rendent compte qu'il y a d'autres envahisseurs extraterrestres. Ils jouent au Monopoly. D'accord. Et donc voilà. Et il y a aussi du coup le côté un peu virus, quoi, le côté paranoïaque en fait, qui est arrivé donc avec Body Snatchers, avec tous ces films. Où voilà, c'est l'idée qu'ils nous ressemblent, mais ils se sont cachés. En fait. Ils se sont mêlés à la société. Voilà. Body Snatcher, j'étais étonné, tu m'as dit qu'il y avait plein de remakes en fait. Je pensais qu'il y avait 4 versions. Il y a eu le premier de Don Siegel. De 56, il y a eu la version de Philip Kaufman de 78. Une sorte de suite. Ce qui était une suite remake, ouais. Il y a eu le film de 93, Body Snatchers de Abel Ferrara. Ouais, qui est
qui est moyen. Et il y a eu le film de 2007, Invasion, qui lui est une merde. avec Nicole Kidman et Daniel Craig qui est... Je pensais pas du tout que c'était qui est un très mauvais. Mais tu as vu, J'ai vu, j'avoue, je suis tombé dessus à la télé, j'ai sauvé 5 minutes et je fais bon. En fait, le problème, c'est que c'est très coupé. C'est Joel Silver qui a dû remonter le film en panique. À part même les Wachowski auraient retourné des retakes du film. C'est vrai que l'invasion extraterrestre en grande échelle, il n'y en a eu qu'un vraiment dans les années 90. Enfin, il y en a eu deux, c'était Independence Day et Mars Attack. Et en fait, était la parodie de l'autre en plus, qui était vraiment. Non, pas Enfin, vraiment. pas vraiment. Non, je sais que ça a inspiré de cartes à jouer, collectionnées. Mais c'était plus en fait un hommage une parodie des années 50. Ouais. Mais le film a eu le malheur de sortir après Independence Day. Ouais, mais ça faisait vraiment une sorte de parodie. Et on va dire que c'est après le 11 septembre qu'on a refait des films d'invasion vraiment méchants, quoi. C'est Spielberg qui a commencé ça avec La Guerre des Mondes, où là, ils ont décidé de plus de se focaliser sur les gens plutôt que sur une explication sur les motivations des extraterrestres. Mais on peut dire aussi que les Américains sont très marqués par ça dès le début, parce que c'est le... Comment on peut dire ça, dès le début, avec H.G. Wells et La Guerre des Mondes à la radio, qui avait fait flipper tout le monde. Orson Welles. Oui, Orson Welles, pardon. H.G. Wells, pardon. Oui. La Guerre des Mondes, par Orson Welles. Ça, c'est étonnant. Et dès le début, ils ont cru être envahis. Donc, dès le début, il y a quand même cet apport de la fiction et cette inquiétude pour l'invasion. Est-ce qu'il n'y a pas l'envie aussi d'être envahi? Non, pas d'être envahi, mais l'envie de cette peur. Parce que, étonnamment, Orson Welles, quand il passait à la radio, il expliquait donc sa petite histoire de la Guerre des Mondes. En fait, il s'était entrecoupé de pubs ou alors de passages de musique ou je sais plus quoi. Et à chaque fois qu'il revenait, il disait que c'était une fiction. Quand même. Et pourtant, il y a eu des suicides, il y a eu des mecs... Si, je crois qu'il y a eu des suicides. Non, il y a eu des vagues de parano, des gens qui sont partis chez eux. Non, mais je crois que c'était... C'était chaud, mais il y a eu des paniques. Mais il y a eu des paniques comme... Maintenant, quand tu fais une fausse fiction, il pourrait y avoir des paniques aussi. Si je te jure, là où tu dis, c'est que chaque période où on a eu des grandes vagues de films d'invasion extraterrestre, c'est toujours pendant une période de crise ou pendant une période de guerre, en fait. Le truc d'H.G. Wells, c'était un peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale, même si ça ne concernait pas directement les Américains. Et ensuite, les années 50, c'était en pleine guerre froide. Et là, on a que des films qui ont des métaphores. Donc, les Martiens sur les Body Snatcher, c'est carrément la métaphore, mais limite clairement avouée, puisque d'une, c'est l'idée d'une attaque plus sournoise. Puisque c'était l'infiltration. C'est l'infiltration, ils prennent possession et tu n'as plus aucun souvenir et plus d'émotion. Et tu n'as plus d'identité. C'est la suppression de l'identité aussi qui est une peur paranoïaque chez les Américains. Oui, ça, t'as toujours, il y a encore là dans Falling Sky où là ils ont des insectes qui foutent dans les enfants. Et qui sont possédés, qui n'ont plus de vie, quoi, et c'est devenu des esclaves. Mais c'est vrai que ça a toujours reproduit une certaine idée de peur, d'être envahi. Et ensuite, quand il y avait moins des moments, on va dire, de tension un peu moins forte, là, c'était plutôt un truc intérieur. Donc avec les X-Files, avec le film de Carpenter, par exemple. Et du coup, après, post-2000, finalement, c'est étonnant de voir que tu as principalement que des adaptations frontales. Oui, de destruction. Des invasions frontales. Qui a totalement merdé. Des invasions frontales, alors que... Je crois que l'invasion faisait vachement référence au septembre. Oui. j'ai pas vu Invasion. C'est plus la paranoïade d'avoir le pays envahi de l'intérieur. Parce que vous me dites que c'est un remake, donc... Mais c'est vrai que tu as une invasion frontale, alors que justement, ils ont eu le 11 septembre, qui était frontal, puisque c'est arrivé chez eux. La deuxième attaque... C'est rare que l'invasion arrive chez eux, la destruction interne... Interne, ils en ont eu deux, ils ont eu Pearl Harbor et ils ont eu... Oui, mais si tu veux, Pearl Harbor, c'était pendant la guerre. Non. C'était... Etc. Oui, c'est pendant la guerre, mais c'était pas rentrant. Oui, mais c'est ça qui a déclenché le truc, et c'était une base militaire aussi. Là, le 11 septembre, c'était pas pendant un conflit. Oui, mais d'ailleurs, l'apparition d'attentats a vraiment refait le côté invasion un peu plus brutal et l'idée d'explosion. Alors, la Guerre des Mondes de Spielberg, que moi j'aime beaucoup, qui est une des métaphores les plus intéressantes, puisque à la base, on peut se dire, ok, c'est les terroristes, en fait, ils nous attaquent. Puis quand tu cherches un peu plus longtemps, et là on repart sur l'idée d'héritage de Spielberg, en fait on se rend compte que les créatures sont dans la Terre et sont déjà en fait, les véhicules, les tripodes, ils sont dans la Terre et ils sortent du truc. En gros, tout le film part sur l'idée d'une germination, quelque chose qui aurait de mal en nous, qu'il faudrait rejeter, d'où le côté un peu génétique de la fin. Et donc c'est un film vachement plus subtil qu'il n'y paraît en fait. Subtil, il le dit dès le début, il le dit à la fin. C'est un film qui a surtout pas subtil. C'est un film qui a surtout pas été compris. Les Américains n'aiment pas ce film. C'est hallucinant. La Guerre des Mondes, je parle à des fans américains, ils n'aiment pas ce film. Pour eux, c'est un truc, c'est juste Tom Cruise quoi. Je leur dis mais
creuser le truc. Oui, mais parce que c'est arrivé au moment où Tom Voilà. Cruise pétait un câble. C'est ça. Donc, Juste avant. c'est vrai que c'était compliqué. Et puis lui, quand il faisait la pub du film, il parlait de la scientologie tout le temps. C'est ça. Donc bon, c'était pas génial pour Spielberg. Voilà. D'accord. Et donc maintenant, on va parler. Donc, moi, je sais pas, qu'est-ce que vous avez autre chose à dire? Parce qu'on n'a pas parlé des trucs, on a parlé que des trucs américains. Bon, Alors, parce que c'est très américain. C'est très finalement. américain. Disons que, comme je disais, la SF genre. anglaise est très intéressante parce que les Anglais ont surtout développé le côté, on va dire, invasion interne par le biais de divers films, de divers films et séries dans les années 50 et 60. Ils n'ont pas beaucoup abordé le côté invasion à grande échelle avec des vaisseaux qui arrivent parce que c'est il y a le beaucoup moins Docteur un Who. truc. Tu as Doctor Who, tu as Quatermass et je dois en oublier d'autres, quoi. C'est vrai que les Daleks, par exemple, c'est un des rares cas d'invasion frontale avec des Ouais, extraterrestres. et même qui arrivent, les qui Cybermen Cybermen qui chopent les cerveaux des mecs pour les mettre dans des armures où ils n'ont plus aucune émotion. Donc là, on reste sur l'idée un petit peu à l'ancienne. Pour Mais bon, les- il y a moins le côté politique. Il y a moins le côté politique. On n'a pas parlé de la France, on a pas parlé du Gendarme et des extraterrestres, le seul film d'invasion extraterrestre français. Oh, il n'y en a pas d'autres. Non, enfin, Si, il y le a, connu. il y a Ne jouez pas avec les Martiens avec Jean Rochefort, un film des années 60. Ouais, donc Ouais, en mais gros, ça, on c'est a trop. que des- Jean Rochefort, celui qui fait la trop pub pour stylé. Amaguise. On se Non, souviendra en de lui comme France, ça, la maintenant. SF, c'est surtout le peu de SF qu'on a, c'est Dans la BD, peut-être, c'est mais- surtout le voyage dans le temps. Même dans la BD, les extraterrestres, ils couchent ensemble. Quoi. Oui, voilà. Ils couchent avec les humains, mais ils font pas de. Mais ils t'envahissent pas. Non, C'est non, une sorte d'invasion en fait. Non, non, les trucs Mais, d'invasion, c'est vraiment pas. Ah si, il y a les extraterrestres. Les extraterrestres, c'est un vrai truc d'invasion. J'ai réfléchi, attends, je me suis dit, Gendarme et l'extraterrestre, c'est le seul film. Ah oui, d'invasion non, qu'on mais a ça, dit. c'est- Avec Lambert Wilson qui boit de l'huile. J'avais totalement oublié que c'était un C'est Lambert Wilson qui boit de. Oui, parce que c'est extraterrestres qui boivent de l'huile, sinon ils rouillent. Alors ils boivent de l'huile. Ouais. À un moment Et à donné, la fin, t'as. il leur balance plein d'eau. À un moment donné, t'as De Funès qui est persuadé que Galabru c'est un extraterrestre, alors il prend le bidon d'elfe. Oui, c'est vrai, Il ouais. essaie de lui faire boire et tout. Ouais, non. C'est Non, mais. ridicule. Ce que j'aime, c'est qu'ils La retournent- fierté française de l'invasion. Il y avait quand même cette extraterrestre. idée de double comme dans Body Snatchers, ils retournaient leur casquette pour savoir qu'ils étaient. Oui, bref. putain. Et à la fin, ils arrivent en soucoupe Oui, dans, une dans la musique. folle. Eh, dans la eh, fée. la soupe aux choux. Non, mais la chouette, c'est pas un truc C'est pas un film extraterrestre. extraterrestre. Enfin, Si, si, ça c'est fait- Non, ça c'est fait- pas ça fait- d'invasion. c'est pas l'invasion. Avant qu'on puisse envahir les gens avec des C'est flatulences et vrai. voilà, donc c'est Et pas que pareil. En tout cas, on va parler de. Bon, est-ce que vous avez autre chose à dire? Déjà pas mal. je Juste crois. pour terminer, je dirais que la période qu'on a actuellement, qui est très intéressante, je trouve, avec des films aussi divers et variés, donc La Guerre des Mondes, que Skyline, que on va dire dans une autre mesure District District 9, 9, c'est un peu d'invasion aussi. J'ai réfléchi récemment, je me suis dit, c'est un Monsters, film d'invasion, qui était hein. post-invasion. on va il y a dire. Monstre contre Alien aussi, bon, dans le Oui, côté un bon, peu. ça prend un peu de Est-ce qu'on place. peut cataloguer Avatar comme un film d'invasion? Non, que dalle. C'est un film d'invasion, mais du point de vue de l'humain. Non, parce Ah, qu'ils si, si, ont. si, Non, ils sont pas c'est nous envahis. Non, ils sont pas Si, si, envahis. ah si, C'est nous qui les envahissons. Ils chopent la planète, hein. C'est à eux. On va vivre chez vous, quoi. Oui, mais c'est pas. En gros, c'est les Indiens On les dégagés. exploite, c'est ça, c'est les Indiens dégagés. Oui, mais c'est déjà, on est déjà ailleurs, quoi. En fait, c'est un trauma beaucoup plus profond, les films américains, parce que C'est la dépasse. en fait, ils se voient dans les extraterrestres, puisqu'on a viré. Ouais, mais dans ce cas, tu veux dire que c'est Il y a une mise en archi- abîme sur leurs racines, Ouais, c'est en ça. fait, dans les Enfin, films. juste pour extraterrestres. terminer, ce que je disais, c'est que la vague récente est beaucoup plus axée vraiment sur le trauma post-11 septembre, où on est vraiment sur les gens en fait. On est plus sur l'expérience d'un individu que sur l'expérience d'une invasion massive en fait. On reste sur toujours Mais la il y a quand même perspective toujours d'un- le fantasme de voir le truc détruit, quoi. Est-ce que C'est tu ça. retrouves aussi dans les jeux vidéo maintenant, Ou où chez t'as quand Michael même un truc super, ou chez McAvey, mais bon, ça me- Moi, je me rappelle dans Battle Los Angeles, que je trouve absolument mauvais, je suis désolé de dire ça, mais c'est pas terrible. Mais je me rappelle qu'il y a des plans qui font carrément référence à des. Enfin, où tu dis, c'est comme ces jeux vidéo où quand tu rentres. Modern Warfare. Oui, voilà, Modern Warfare, où Modern tu. Warfare. Où tu vois les maisons américaines et tout C'est ça. ça. Et tu dis, ça doit être quand même très bizarre Mm. quand t'es américain d'imaginer que tu as un flingue et que tu shootes des mecs dans des maisons américaines, quoi. C'est ça. Mais c'est une sorte de fantasme, de peur qu'ils transmettent comme ça et qu'ils adorent voir. On va peut-être faire notre petit top 5, dire un petit peu les films qu'on préfère, pas forcément les ceux qu'on considère comme étant les meilleurs, quoi, mais dont il y a une certaine sympathie pour, voilà. On va commencer par Fabien. Non, on Non, commence par par Philippe. Philippe. Par moi. Aussi, bah, un peu partout. hein, Voilà. comment Oui, j'aime c'est bien. vrai, Alors, c'est toujours partout. Tu Ouais, voilà. tu n'écris pas les trucs, tu dis juste les noms et moi je mettrai ta fiche et les gens ils iront voir par eux-mêmes, vu qu'on a bien débattu déjà. Comme tu m'as pris de court, hein, parce que normalement on ne devait pas faire ce focus-là, j'ai mis des séries Oui, dedans. fichier, Hein, ça, comme ça, bon, tu me ouais. fais pas chier. Genre que des films, non, mais j'ai mis des séries. Monsieur Bunel, vous jouez qu'intitulé. Attention à vous. Alors, donc c'est dans le désordre. J'ai pas vraiment de préférence parce que les films d'invasion, c'est pas non plus mon gros kiff. Mars Attack, bien sûr, ça vous allez en reparler après, j'imagine. Il y a donc. C'est pas le réalisateur.
de Tim Burton, 96, voilà. Bon, Battle in Outer Space, de 1957, d'Inoshiro Honda. 59. 59, voilà, je l'avais dit. Et donc en fait, film, gros space opéra de taré, d'1 heure à la fin, c'est juste génial. Invasion Los Angeles, Invasion Los Angeles, super film comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui critique pas mal l'Amérique. Super bien. Après, donc, Macross, film issu de la série Macross, donc Robotech, que vous connaissez sûrement par ce nom. À savoir que la série était vraiment une vraie série d'invasion, assez géniale. Moi, ce que j'aime, c'est quand on voit le trauma, toute l'ampleur des extraterrestres qui attaquent la Terre. Moi, je trouve ça génial. Et là, c'est ce qu'elle m'a donné, cette série. Et le film est top. Et enfin, donc, j'en ai parlé juste avant, Albator 78. J'ai l'impression que j'ai un flingue sur la tempe là. Albator 78 parce que c'est génial et les extraterrestres sont super bien travaillés. L'invasion opéra, c'est pas. Et je t'emmerde parce qu'ils envahissent la Terre. Et si ils envahissent la Terre, mon gars, les extraterrestres sont déjà sur la planète. Mais après, ça dérive sur le space opéra, mais c'est d'abord une série d'invasions. C'est pas en faisant des gestes que tu vas me convaincre. En fait, Fifi, il est porté vraiment sur l'invasion et la riposte. Philippe, il aime bien les ripostes. Ah, moi, il faut de la riposte. Tu sais quoi, j'aime bien le moment que je préfère dans La Guerre des Mondes, et l'un des rares moments que j'adore vraiment dans ce film, c'est quand c'est le désert de mort. Tu vois. Moi, j'adore ce moment. J'adore quand l'invasion, elle a eu lieu. Je vois tout le monde mort et là... Non, mais cette idée où tu as le monde rouge, l'invasion a eu lieu et comment vont gérer tout ça les humains. Leur réaction, enfin c'est ce qui est le plus important pour ma part, la réaction humaine, comment ils vont faire. Non, mais c'est génial, c'est de voir le monde qui est carrément transformé, carrément dans la végétation. Enfin, c'est intéressant. Bref, c'est le délire post-apocalyptique qu'on retrouve un peu dans Transformers, c'est pour ça que la fin de ce film est terrible. Oui. Bon. Alors, donc moi, mon top 10, donc en numéro 5, on a Invasion Planète X de Inoshiro Honda, 1965. Ce n'est pas un film érotique, je le précise. Numéro 4, donc Gamera 2, Attack of Legion, un autre film qui mélange monstres et invasion. Donc là, c'est plus une invasion biologique avec des créatures évolutives. Un des rares films où les militaires et les scientifiques sont des personnages vraiment très intéressants, parce que ce sont eux qui mènent le récit, ils sont très attachants. En numéro 3, j'ai mis donc Quatermass 2, La Marque de 1957 de Val Guest, film britannique en noir et blanc. Numéro 2, La Guerre des Mondes de Steven Spielberg. On va parler de... Mise en scène incroyable. Jamais Spielberg a été aussi doué avec une caméra que dans ce film. Regardez-le encore. Moi, c'est un de mes films préférés de Spielberg, tout simplement. J'adore. C'est un des films les plus pessimistes, même si la aussi. fin... non, mais c'est vraiment un film très impitoyable. Et en numéro 1, Prisonnière des Martiens, 1957 de Inoshiro Honda. L'invasion... Oui, c'est bon, c'est pas grave. C'est les extraterrestres. Donc c'est l'invasion classique, mais scope couleur, extraterrestres complètement habillés avec des casques et tout. Cette fois, les extraterrestres viennent pour enlever nos femmes, pour se reproduire, voilà, tout simplement. Et nous, on n'est pas d'accord et on va tout faire péter. Ouais. Voilà, ça c'était mon top 5. Qui était rapide. Hein. Oui, c'était rapide. Plus rapide que Philippe. Je suis pas d'accord, je suis sûr que non. Si. Non. En plus, moi, tu m'as mis la pression. Oui, je te mets la pression. Et moi, j'ai l'art de la synthèse. J'ai dit, il fait pas des séries télé qui n'ont rien à voir. Quoi. Alors, je vais vous parler de Terminator, parce que j'aime bien. Il y a des extraterrestres, mais j'aime bien. Bon, bref. On va parler de... Voilà. Alors, j'aurais pu mettre Mars Attack, mais bon, vu que vous l'avez déjà dit, je vais mettre un autre. Je vais mettre Film de M. Night Shyamalan, parce que je trouve ça un film intéressant. Alors, en deuxième, Bad Taste de Peter Jackson. Bad Taste. Ouais, oui. Et oui. Et je kiffe ce film, qui est un petit film, le premier film de Peter Jackson, qu'il avait mis 1 an et demi à faire chez lui. 4 ans. Avec, oui, il tournait tous les week-ends. Avec ses extraterrestres, avec leur gueule de cul, là, qui était formidable. Si vous n'avez pas vu ce film, c'est absolument génial, c'est drôle, c'est fun, et ça se tient encore la route. En 3, alors, je sais plus parce que j'ai perdu mon truc. C'est les extraterrestres de la Cambrousse, tu sais, dans le film de Bad Test. Oui, c'est ça. Oui, non, je parlais pour que tu réfléchisses à ce que tu allais chercher. Et même dans les régions reculées, ils ont le droit d'avoir des... Mais bien entendu, attends. Merci. Bon, bah, très bien. Ah, mais c'est pas possible. Donc ça, c'était bon. Donc, en troisième, j'avais pris... Merde, bon, attends, je vais regarder. Alors, une critique. Il me casse. Ouais, tu regardes ta feuille, il la prend pas, patati, patata. Il y a un manque de professionnalisme. Oui, pardon. C'est ridicule. C'était débile, en plus. C'est pas possible. Invasion Los Angeles. De Carpenter. Même si c'est pas le préféré de Carpenter, je trouve qu'il a une vraie qualité, un truc un peu... En fait, c'est dommage qu'il s'intéresse pas autant à ces personnages dans le film, mais... il y a un truc, j'adore la fin, quoi. J'adore la fin, l'histoire de révélation comme ça. Et puis l'idée des lunettes était géniale. Le seul contre tous. Voilà, la Guerre des Mondes de Spielberg, bon, j'en reviens pas. Effectivement, c'est un film très bon. Essayez de l'analyser, ce film. Il est beaucoup plus profond que la majorité des gens qui l'ont vu. Je sais que Tom Cruise, c'est un... Vous n'êtes pas profond. Non, mais c'est pas ça. Mais les gens, ils ont vu Tom Cruise, ils ont bloqué. Et c'est vraiment dommage parce que le film a vraiment
C'est vraiment un des meilleurs Spielberg des dernières C'est années. incroyable. Et il était dans une période vraiment sombre parce que il faut savoir que ce film, il l'a même pas fait en 3 mois. Non, ça a été. Ça a été très très rapide. Je crois que Il le l'a fait tournage pendant- était en 3 semaines. Ouais. Ouais, après le terminal, il a C'était fait. un En film fait, de post-prod. il l'a fait pendant la pré-prod Terminal. non, pas du tout. De Munich. De Munich. Et parce qu'il avait reçu des menaces de mort et il a voulu attendre un petit peu. Il a dit, et pendant ce temps, je vais faire la garde à moi. Il fallait imaginer l'état personnel du mec qui se posait vraiment des questions et des questions auxquelles il a plus ou moins répondu dans Munich. Donc c'est limite deux films un peu diptyques. Ouais, c'est ça. C'est un diptyque. Voilà, donc c'était un moment assez dur. Bon, après, je parle pas des extraterrestres de Indiana Jones 4. Les êtres C'est pas des transdimensionnels. extraterrestres, c'est C'est des êtres transdimensionnels. transdimensionnels. Pas pareil. Merci Georges Lucas. Foutage de gueule. Et donc le dernier, donc le numéro 1, Invasion of Body Snatchers de Don Siegel, donc le tout premier, l'invasion des profanateurs Oh, de t'as voulu- sépulture en français. T'as voulu faire bien. Non, mais T'as voulu faire bien. non, mais là. non, mais j'aime vraiment bien ce film. C'est un film que je trouve particulièrement flippant et stressant. Il y a une sensation de malaise à la fin. Le titre français est nul. Ah oui, non, mais c'était horrible. Oui. Ils n'avaient même pas réfléchi. Hein. Mais la fin est nulle aussi, je sais. Non, mais alors La effectivement, la toute fin, la dernière scène a été imposée à Don Siegel qui voulait terminer juste avant. Donc vraiment terminer le moment dark. Et vraiment, quand je dis que c'est dark, c'est dark. Et puis c'est d'une subtilité, tu vois pratiquement pas d'invasion. hein. Juste C'est- des cosses. Tu vois juste des. Ouais, voilà. Et puis tu les vois juste arriver. Et cette idée de plus d'émotion fait vraiment flipper. Et la scène de fin, quand il perd la dernière personne qui tenait, en sachant que finalement elle est plus elle-même et tout. Enfin, c'est. C'est beau, ouais. C'est assez beau. C'est vraiment marrant très, parce très que beau. le bouquin est beaucoup plus optimiste. Ouais. Ouais, mais le film est particulièrement. Tu vois, flippant, le quoi. film se serait arrêté à là où il est, tu sais, dans la rue. Il y a les Oui, mais voitures qui ça passent. devait s'arrêter là. Ça aurait été génial, quoi. Il y aurait Oui, un mais impact. attends. Après, il essaie de. Tu sais, tu prends le DVD et tu coupes. Oui, De toute façon- De toute façon, il voulait pas la faire cette fin, donc on s'en fout, quoi. Oui, non, mais après. Ça se voit d'ailleurs, c'est une scène, ça sent, c'est le truc filmé après. Au-delà de ça, j'aime beaucoup le concept. Je me dis, c'est vrai qu'à l'époque, ça devait pas créer une paranoïa, Et mais y a- ça devait être quand même percutant. Ça reste le maître étalon du film de SF parano. Ouais. C'est clair. C'est Et clair. il y a beau eu avoir 3 Le premier, remakes, le meilleur. le premier est le meilleur. quoi. Le Donc, film de 78 est bien, mais le premier est vraiment Ce qui est bien. fort dans celui-là, moi j'aimais beaucoup, c'est les personnages. Ouais. L'intrigue, elle est structurée. Bon, maintenant, ça fait très classique. C'est vrai qu'à Ah oui, l'époque, ça devait être vraiment assez on ne novateur. pas mais- l'analyser. c'est sympa. Non, mais ça, bah, ouais. top 5. Oui, non, mais on parle de Body Quoi. Snatcher, Et en plus, c'est c'est une référence. c'est le mien quoi, et bordel. tu veux parler C'est à sur le moi, mien. c'est à T'avais qu'à moi. le mettre au lieu de foutre Albator 78 qui a rien à voir. Mais bon, bref. Mais Non, ça n'a rien à voir. pas vu la C'est série. pas grave. Il y a des créatures à base de plantes aussi dans la bête en 78. Il y a des sylvigres. C'est des créatures à base de Très plantes bien. qui s'enflamment quand elles meurent. On va parler de notre sponsor et on se retrouve après pour les Notre coups de cœur. sponsor, il s'enflamme pas quand il meurt. Donc maintenant, nous allons passer au message de notre sponsor Numéricable. Je t'en prie, Romain. Eh oui, Numéricable. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé, là c'est bientôt les vacances, vous avez envie de téléphoner à votre petite amie venue des États-Unis, si vous avez, c'est un peu le fantasme. J'en ai au moins 5. Bah voilà, exactement, il y a beaucoup de gens à appeler. Est-ce que vous voulez télécharger les podcasts que vous étiez en retard? Par exemple, tous les anciens cinéphiles que vous voulez voir, regardez le Tour de France ou le tournoi de Wimbledon si vous êtes un sportif. Je sais que c'est pas trop notre cas ici, mais bon. On sait qu'avec une connexion, on va dire classique, connexion classique, c'est difficile de faire tout ça en même temps. Et ben, ce qui est bien avec Numéricable et la puissance de la fibre, c'est qu'on peut, c'est qu'on n'a pas à choisir. Voilà, c'est ça qui est super avec Numéricable, c'est que désormais, vous avez 2 modems indépendants, c'est-à-dire 2 adresses IP, un dans votre décodeur TV et un dans votre modem. Ça veut dire que ça dédouble la bande passante et donc en gros, vous avez une sorte de deuxième connexion indépendante chez vous. Ça vous permet donc de téléphoner à tes 5 petits amis venus des États-Unis et en même temps télécharger ta musique pour ensuite aller sur la plage. Donc c'est ça qui est bien avec Numéricable, vous pouvez faire ce que vous voulez, où vous voulez. Donc ce forfait est disponible, cette offre est disponible avec le forfait NC-Box, tous les forfaits NC-Box, dont bien sûr le forfait NC-Box Power, qui je le rappelle est avec 150 chaînes télé, dont 15 HD, l'internet 100 mégas, le téléphone illimité vers les mobiles et les fixes, et maintenant la possibilité de rajouter un abonnement mobile illimité. Voilà. Si vous voulez tout savoir sur cette offre, vous allez sur le site nowatch.net, vous cliquez sur la bannière Numéricable, et comme ça, on sait que vous êtes passé par chez nous. Maintenant, on va passer à notre deuxième sponsor. Donc, qui est le Comic Con. Non, c'était pas ça? Qui est à Comic Con, et vas-y. Ah, ok, alors, je vais vous parler donc, du deuxième sponsor Comic Con. Donc, si vous ne faites rien, vous n'avez rien de prévu, que ça soit là, du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet, n'hésitez pas à venir à Paris-Nord, Villepinte, donc au Comic Con. C'est-à-dire que là-bas, vous y retrouverez donc, des news sur les séries TV, sur des films, sur les comics, des invités prestigieux, des spectacles, enfin bref, une belle convention comme on les aime. En plus, là-bas, on y sera, puisqu'il y aura le stand No Watch.
Donc, On c'est va plutôt tourner, pas il y aura des émissions qui seront tournées là-bas, etc. Voilà, donc si vous voulez voir vos podcasteurs préférés, hein, bah venez nous voir, ça nous fera plaisir, on pourra parler et ça sera super sympa. En plus, tiens, je vais rebondir sur la boutique No Watch, puisque spécialement pour le Comic Con, ou au Comic Con, je sais pas trop. C'est au Comic Con, logiquement. Donc on peut dire le Comic Con. Non, on peut pas. Bah si. Non, on peut pas. Bah, On peut pas dire le ou la. Pour Comic Con alors. Pour Comic Con. Pour Comic Con. Ouais. Alors pour Comic Con, No Watch a le Silver Class, donc c'est-à-dire le t-shirt spécial en édition limitée. Bien argenté, tout ça. Voilà, super joli, que vous ne pourrez trouver que là-bas, donc vraiment très limité, donc jetez-vous dessus. Si vous voulez, il faut aller là-bas. Voilà. Mais par contre, vous pouvez le réserver sur la boutique. C'est vrai? Vas-y, explique. Bah voilà, vous allez sur la boutique, vous réservez. Et puis de toute façon, dans tous les cas, si vous voulez avoir des goodies et tout, vous allez sur le site, puis vous cliquez sur la boutique. Voilà, ça vous permet d'avoir plein de choses et vous allez sur le site. Mais là, vous pouvez réserver votre t-shirt encore pendant quelques jours. Et sinon, eh ben, il faudra aller là-bas. Voilà. Alors, maintenant, on passe à quoi? Et ben maintenant, on va passer au bref. Ou non, au coup de cœur plutôt. Au coup de cœur. On va passer maintenant à notre coup de cœur. Ouais. Pas de brève encore cette fois-ci, mais bon, il y a une raison, puisque en fait notre coup de cœur est une brève. C'est un mélange, notre coup de brève. Et c'est dommage que ce soit une brève. Oui, c'est dommage que ce soit une brève, mais bon, comme il y avait pas mal de trucs, on s'est dit voilà, film d'invasion, et on a vu Attack the Block, qui doit sortir en juillet. 20 juillet, je crois. Film de Joe Cornish, donc le mec qui a co-scénarisé le Tintin de Spielberg. Shaun Et of le the Ant-Man Dead. aussi. Et le Shaun of the Dead aussi. Ah oui, Et Hot Fuzz. C'est lui. Oui, Je sais pas. En tout cas, c'est produit, c'est produit par l'équipe d'Edgar Wright en Angleterre. Ça raconte l'histoire d'une invasion d'extraterrestres, enfin plutôt de monstres donc extraterrestres qui tombent dans une cité anglaise. Et donc les mecs de la cité, une espèce de groupe de jeunes qui peuvent avoir dans les 15 ans, des petits voyous rapides, et vont se battre dedans dans leur cité. Et donc, super film. On a vraiment kiffé le film. Effectivement, là, on pourrait dire que clairement, c'est là, il réussit là où Abrams n'a pas réussi à faire son film, c'est-à-dire des jeunes qui se battent contre des extraterrestres. Pour moi, c'est le meilleur film qu'on ait parlé dans cette émission aujourd'hui. Qu'on va critiquer. Mais là, on est dans le métafilm. Enfin, on est dans le métafilm. C'est-à-dire que bon, c'est pas aussi bien réussi que Shaun of the Dead, mais c'est pas loin. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il oublie pas du tout le caractère social des banlieues londoniennes, mais à côté de ça, c'est pas trop lourd non plus. Non. Il en met quand même une petite touche au début du film. Non, au début, même à la fin. Au début, à la fin, mais c'est quand même bien blindé, mais c'est quand même super subtil. Ça n'envahit pas, j'ai envie de dire. Ça s'inscrit bien dans le scénario et c'est ça qui est bien. Et les personnages sont super. Après, niveau de la mise en scène. Ouais, mais ils sont pas très touchants. Bah, des personnages comme ça, en fait. Ce sont des archétypes. Ce sont des archétypes de la banlieue, monsieur. Eh ben non, justement. Eh ben non. Oui, mais justement, ils jouaient avec après, je sais. Mais c'est ça qui est bien. Et en plus, d'un point de vue mise en scène, tu as à chaque fois des séquences qui te marquent. Mais qui te marquent, c'est-à-dire que toutes les grandes séquences du film, tu vas t'en souvenir et vraiment. Non, mais c'est bien impressionnant. Mais là, pour le coup, et comme Shaun of the Dead, etc., là, pour le coup, c'est vraiment un film de geek, c'est vraiment un film qui s'adresse aux connaisseurs. Et ça joue vraiment sur cette imagerie, c'est-à-dire c'est vraiment des plans iconiques. Et en plus d'ailleurs les extraterrestres, on sent qu'ils n'ont pas eu un max de budget, mais ils ont trouvé une idée avec des dents et une lumière et juste un noir profond. C'est des loups de l'espace. Et en gros, ils jouent très bien sur le dé qu'on les voit pas trop, etc. Mais ils jouent juste sur des effets de lumière et ça marche très bien. Des plans iconiques comme c'est pas possible. Un film très fun et qui a le même avantage que Shaun of the Dead, c'est que c'est une comédie, mais c'est pas parce que c'est une comédie qu'il ne faut pas non plus aller dans le genre, et donc il ose, il va loin, il fait du film violent, il y a des scènes violentes, il y a des meurtres. Gore. Voilà, c'est gore. Comme dans Shaun of the Dead, il arrive à équilibrer, à faire une comédie et un film d'extraterrestre en vraiment jouant sur les deux tableaux. Mais il va loin dans son concept, pas comme dans Super 8 où tout est beau, tout est merveilleux, il n'y a personne qui... C'est triste, c'est qu'il y a plein de gens qui vont adorer Super 8 et n'ont plus aucune crédibilité. Ce qui est bien dans Attack the Block, c'est que ça n'a rien à voir. C'est rapide. Ouais, ça se prend pas la tête. Ça dure 1h28, ça file. Il n'y a aucune scène qui est inutile. C'est
Putain, ça fait du bien, Ouais, quoi. c'est cool. très agréable. C'est très agréable. Et la gestion de l'espace dans ce film, elle est hallucinante. C'est quoi. très 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 bien réalisé, etc. Juste effectivement, Non, mais tu as raison, c'est vrai. T'es l'émotion comme dingue quand on est sorti. l'émotion n'est pas Ça. aussi bonne qu'avec Shaun of the Dead où là il est peut-être un peu plus un truc personnel. Oui, Si, mais là c'est parce que c'est pourquoi? Parce que c'est un film de groupe. Oui, ouais. Il y a trop de personnages. Ça fait c'est moins ça. geek populaire, je veux dire, c'est moins référentiel, Non, quoi, en fait. Mais, mais ça reste en fait référentiel. C'est-à-dire que Oui, il y a bien que sûr. les geeks vont adorer, sauf les geeks qui vont pas Mais tu vois, supporter d'être dans un geek. Il y a un autre film que je quartier. pensais qui était sorti l'année dernière, c'était Mais, Predators. Ouais, mais t'as raison. Où t'as un film avec des personnages qui sont aussi tout à fait archétypaux, qui sont surtout qui se définissent par leur physique, par leur Mais arme et tout ça. Là, ils sont archétypaux, mais n'avancent Mais- rien dans le truc à pas. Voilà, mais là, encore une fois, c'était vraiment bien fait. Ils sont mal faits, parce Vraiment qu'Adrien bien Brody en commando israélien, faut y croire. Parce que, Non, enfin, Attack the faut- Block, franchement, je pense pas qu'il sera distribué en masse, mais franchement, il faut aller le voir. Quoi. Ouais, C'est super vraiment film. génial. Vraiment, il n'y aura pas beaucoup, effectivement, il n'y aura pas beaucoup de sorties. Essayez de le voir. C'est très, très, très agréable. Et vraiment, cette petite équipe Elle est fait géniale. vraiment des trucs énormes. Je sais Ouais, pas ce qu'ils vont moi, faire je la les prochaine adore, fois. je les adore. Mais vraiment, un nouveau réalisateur, c'est même son premier film. Donc voilà. Cette équipe, c'est du sans faute. Hein, Ah non, c'est du sans faute. C'est génial. Il y avait Paul, on n'avait pas oublié, mais c'est encore extraterrestre. De toute façon, ils ont une année extraterrestre. Ouais, c'est peut-être l'année extraterrestre. Ouais, c'était l'année extraterrestre. Sauf que 2011. Paul, c'est juste les acteurs, hein, c'est pas l'équipe. Hein. Non, c'est aussi la boîte. Ah, c'était c'est coproduit. Ah, c'est ouais, coproduit. d'accord, ok. Ouais. Et ouais, Mais- il fallait regarder sur NDV. Non, mais bon, alors voilà, on va terminer l'émission. On espère que ça vous a plu. Dites-nous ce que vous pensez des films d'invasion. Donnez-nous vos préférés, etc. Pourquoi pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat? Dites-nous ce que vous avez pensé de Transformers qui a dû déjà sortir au moment où on est. Nous, on sera à la Comic-Con, d'ailleurs, si vous voulez nous parler. Allez nous rejoindre. On sera faire à une- Au Comic-Con. Comic-Con, pardon. À Comic-Con. Au Comic-Con ou à Comic-Con. En tout cas, on y sera. Et donc, voilà. Et dites-nous aussi ce que vous avez pensé de Super Vite quand vous le verrez. Donc, ça sera au début août. Allez-y, flèche Et Attack the Block aussi, super film. Nous, on se retrouve pour une caverne du Fuzz dans 15 environ jours. 2 semaines. Oui. À peu près. À peu près. À peu près, ça On dépend. remercie aussi un petit peu nos Voilà, et hôtes. on remercie effectivement le Vidéoclub Clercs, oui, rue des Écoles. N'hésitez pas à y aller, il y a plein de choses. Vraiment, en plus, il varie. T'as vu, il y a Black Butler qui est en location. Il y a encore un nouveau. Il a déjà adoré. Il y a à chaque fois qu'on vient, il y a toujours des Ouais, il y a nouveaux des nouveaux arrivages. trucs, Oui, c'est- On se régale à regarder les. T'as vu, il y a sympa. un truc sur le Nintendo, il y a un bouquin. Après le tournage, je prends tout le temps Ouais. une plombe à se faire parce qu'à chaque fois on regarde. Ah, t'as vu celui-là, tout ça. Bon. Tiens, petite. Je vais me faire un petit peu de promo. Non. Alors j'ai mon court métrage qui s'appelle La Bonne Intention, court métrage que j'ai réalisé il y a 2 ans. Vous étiez dedans. Qui nous fait là? On n'est pas dedans en fait. Si, Non, vous mais étiez il est dedans prévu. dans l'équipe. Oui, Et en fait, je viens de sortir le site internet, hein, donc il s'affiche ici. S'il te plaît, tu le mettras. Et voilà, je vous invite à aller le voir, aller me dire ce que vous en pensez. Voilà. Oui, alors moi Parce aussi que- j'ai fait un film. Alors mais vas-y, donc- vas-y. non, Mais tu l'es pas sorti, il n'est pas possible d'être vu. Non, c'est pas possible. Mais j'en parlerai plus tard. Mais le tien, il est bien le tien. Mais ça remonte, hein, on l'a fait en 2008. Hein. Ouais, ça fait un paquet de temps. Ça va, on vous dérange pas, c'est bon? Je sais pas. Non, mais. Ah, parce que ouais, Romain va faire un film cet été, il cherche Voilà. des gens. Logiquement. Voilà quoi. Pas encore précisé. Très actif. Bon, logiquement, on va refaire quand même un cinéfuzz d'été. On va essayer de trouver, de se caler un petit moment. T'auras le pour temps ça. malgré la prépa de ton film? On verra, mais ça sera peut-être pas en juillet. On le dit tout de suite, mais ça sera peut-être sûrement en août. En tout cas, il y aura des trucs en été. De toute façon, suivez-nous sur Twitter, que ce soit Fabien, que ce soit Philippe, que ce soit moi, Philfuzz, Fabfuzz, Cinéfuzz. On vous dira tout et voilà, on se dit à une prochaine fois.